Bonjour à tous ou rebonjour à ceux que je n'ai pas encore vus, que nous n'avons pas encore vus. Bienvenue alors à cette deuxième table ronde. Comment la sobriété engendre-t-elle une nouvelle génération d'entrepreneurs ? Bon, j'espère que la digestion est passée, que vous êtes en pleine forme et puis on va tâcher de vous maintenir éveillés. Alors autour de la table, donc pour répondre et participer donc à cette question et à ce sujet, donc on reçoit, alors je vais vous présenter dans l'ordre alphabétique, hein, d'abord Romain Bouillet. Donc Romain, un profil d'ingénieur, vous avez travaillé comme consultant en marketing de l'innovation chez Schneider Electric. Ensuite, travaillé en tant qu'ingénieur-chercheur en innovation digitale chez EDF. Et vous avez fondé ensuite MrBot, donc spécialiste des chatbots. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, est-ce que ça suffit si je dis c'est un assistant conversationnel? C'est ça? Nickel. Bon. Et puis ensuite, vous avez fondé Trizzy, entreprise de l'ESS, donc économie sociale et solidaire, créée en 2019, spécialisée dans l'accompagnement des territoires et des usagers pour la réduction de déchets qui utilisent une dimension digitale avec les chatbots précisément. Voilà. Donc ensuite, Stéphanie Hillard aussi nous accompagne autour de cette table, donc directrice d'investissement chez Demeter Investment Managers, fonds d'investissement dédié à la transition écologique. Donc Stéphanie gère plus spécifiquement le fonds Vitirev Innovation dédié à la transition écologique du secteur vitivini et représente Demeter en région Nouvelle-Aquitaine. C'est ça ? Donc Demeter, rapidement, donc c'est un acteur majeur du capital investissement pour la transition écologique qui investit de 1 à 30 millions donc, pour accompagner les entreprises à tous les stades de leur développement. Donc de la start-up, en passant par la start-up jusqu'aux ETI, en passant par les PME, donc à forte croissance. Ensuite, ah mince, j'avais dit dans l'ordre alphabétique, mais Yannick, tu étais avant, donc mince, finalement, je me suis trompée, mais comme tu étais inscrit après, finalement, bon. Donc Yannick Conseil, qui est à ma droite. Donc Yannick, au départ diplômé d'économie, comme moi. Ça fait des gens bien, hein. Donc, vous avez débuté votre carrière en agence de développement économique, puis intégré un cabinet de consulting spécialisé dans la reconversion territoriale. En 2006, vous avez intégré la communauté d'agglomération donc, du Grand Angoulême, où vous avez d'abord été chargé de mission, avant de prendre la responsabilité du pôle développement économique, que vous avez toujours d'ailleurs, donc cette responsabilité. Et en 2018, depuis 2018, vous assurez également donc, la direction de la technopole Euratech, et on vous remercie pour les vêtements et de nous accueillir aujourd'hui. Je reprends ensuite avec nous Anne Reboux. Donc Anne est diplômée d'une école de commerce, ancienne consultante en gestion de projet et cadrage data pour des grands groupes. Vous avez rejoint donc votre frère dans l'histoire pour vous consacrer aux matières à faible impact environnemental. Et vous avez cofondé l'entreprise RBX Création en 2016, qui est une jeune entreprise innovante dans le domaine du textile à faible impact, à base de chanvre et de lin. Et donc pour terminer le tour de cette table, si je puis dire, donc pour nous accompagner, Jean-Charles Vicard. Vous êtes le dirigeant du groupe Vicard, tonnellerie, fondé en 1925, engagé dans une démarche éco-responsable. Vous êtes le représentant de la 6e génération des tonneliers Vicard, bravo. Vous êtes à la fois tonnelier, vigneron, passionné d'œnologie et vous avez été rugbyman professionnel également. Donc vous êtes, j'ai noté aussi, le président du MENEF Charente pour la mandature 2020-2022. Donc merci à tous d'être là pour participer donc, à cette table ronde. Donc je répète l'intitulé « Comment la sobriété engendre-t-elle une nouvelle génération d'entrepreneurs ?» Pour fixer, donc on l'avait fait ce matin, pour fixer peut-être le débat juste sur la notion de sobriété, mais après on vous écoutera aussi sur le sujet, dire que vraiment ce qui est commun sur la notion de sobriété, c'est vraiment la modération, à la fois dans la production et dans la consommation,
donc en matière de ressources énergétiques et matérielles. Et après, ce qui effectivement pouvait différer d'une structure à l'autre, c'était son degré d'implication et c'est l'échelle à laquelle elle mettait effectivement cela en place. Donc ça pouvait aller de la croissance verte jusqu'à la décroissance, ou pour une entreprise, aller du simple engagement RSE jusqu'à une labellisation Bicorp. Voilà, je vous laisse la parole. On va commencer, donc là c'est plutôt par des structures de plus petite taille. Donc on va écouter d'abord Anne Rebout, et les questions donc, que je vais vous poser dans un premier temps, à vous entrepreneurs, c'est comment la sobriété elle est venue précisément à vous, qu'est-ce qui a été source de motivation, comment est-ce que vous l'avez également intégré dans votre structure, et quelles difficultés, quels constats vous avez pu faire. Donc Anne, merci. Bonjour à toutes et à tous. Pour revenir un peu à mon parcours et ce qui m'a amené au projet de développement de matières à faible impact, comme disait Aurélie, j'ai travaillé comme consultante pour différents grands groupes, mais je ne me sentais pas vraiment alignée avec mes valeurs dans ce qui était porté par les projets auxquels je participais. Et j'ai rapidement démissionné, je suis partie voyager et je suis un petit peu sortie de ma zone de confort pour me poser un certain nombre de questions et me demander ce que je voulais vraiment faire. Et mon frère, en parallèle, qui était, lui, podologue de formation, s'est aussi posé un certain nombre de questions en voulant créer une marque de chaussures et en souhaitant que ces chaussures soient non seulement confortables, étant podologue à la base, mais aussi avec un moindre impact sur la planète. Donc, on a commencé à rechercher des matières qui soient le plus écologiques possible, on va dire, sachant que l'industrie textile, aujourd'hui, c'est pour plus de 60% des fibres dérivées du pétrole et pour un quart du coton, dont la culture a un certain nombre de problèmes en termes de consommation de ressources, d'eau, etc. Et en fait, tout ça nous a amené à découvrir le chanvre. Le chanvre étant une plante qui, pour le coup, pousse rapidement, est robuste et donc peu exigeante. Donc généralement, n'a pas besoin d'être irriguée, ne nécessite pas d'intrants chimiques, va avoir un fort pouvoir de captation de carbone. Et donc, pour moi, est une plante qui incarne vraiment cette notion de sobriété. Donc, on a commencé à s'intéresser d'abord au chanvre textile traditionnel. Au Vietnam, il y a des communautés qui continuent de cultiver cette plante et de la transformer de façon manuelle pour en faire des tissus. Et puis, en rentrant en France, on s'est rendu compte que la France est le premier pays producteur de chanvre en Europe, mais qu'il n'y a pas forcément d'applications textiles qui sont développées. Et donc, le point de départ du projet Ironie, qui est le principal projet de notre entreprise RBX Création, qu'on a lancé en 2018, c'est de se dire comment est-ce qu'on pourrait faciliter les applications textiles du chanvre pour à la fois encourager cette agriculture qui a donc de nombreux atouts agronomiques et écologiques, et en même temps proposer des alternatives locales et durables aux matières classiquement utilisées, donc polyester, coton, etc. Donc c'est vraiment l'écologie qui est au centre de la démarche. Et donc pour nous, la notion de sobriété, c'est déjà dans le choix de la matière en entrée sur laquelle on se concentre. Donc j'ai déjà pas mal parlé des atouts du chanvre. Mais en plus de ça, nous, dans l'approche, on travaille en direct avec les agriculteurs. Et on s'assure de prendre des parties de la plante pour lesquelles, aujourd'hui, ils ont peu ou pas de débouchés. Donc on est vraiment dans une approche circulaire et s'assurer de rajouter de la valeur à la production agricole de chanvre. Donc il y a le choix de la matière en entrée. Ensuite, il y a le processus de transformation. On est dans un projet de recherche et développement. On a pu être soutenu notamment par l'ADEME ou par d'autres structures pour réaliser ces essais en laboratoire. Et dans notre processus de transformation, on est drivé par la volonté d'avoir un faible impact. Et donc, on collecte des données pour mesurer cet impact au travers d'analyses de cycle de vie. Et donc, s'assurer vraiment sur la base de données que par rapport à des matières qu'on pourrait remplacer, on est en effet sur un impact carbone ou un impact sur l'eau, etc., qui est réduit. Donc, vraiment
pour revenir un peu à la question de la sobriété, nous, c'est ce qui nous motive. Il y a ce lien avec les agriculteurs qui est important pour nous et qui, sur le textile, est souvent perdu parce qu'il y a beaucoup d'étapes dans ce secteur, dans la chaîne de transformation, donc on ne sait pas forcément d'où viennent les matières, comment elles ont été produites, etc. Donc pour nous, ce lien-là, il est vraiment fondamental. Et puis, il y a cet objectif, d'où la recherche et développement, d'où l'innovation, de s'assurer que techniquement, les matières qu'on va proposer puissent remplacer les matières couramment utilisées et ne vont pas nécessiter aux industriels de devoir changer d'outils ou bien d'avoir des vêtements qui ne vont pas être aussi confortables que ce qu'on a l'habitude de porter, etc. Donc dans ce projet-là, forcément, c'est pas si simple, il y a forcément des obstacles, parce que quand on a démarré, c'est surtout la notion du prix qui primait. Pas tant de l'impact écologique. À aujourd'hui, c'est quelque chose qui est de plus en plus mis en avant, notamment dans le secteur textile. Les marques, etc., s'engagent de plus en plus sur ce sujet. Mais quand on a démarré en 2018, c'était pas autant mis en lumière, donc c'était assez compliqué. Et puis le chanvre souffrait aussi d'une image sac à patates, pas très confortable. Donc pas forcément facile d'aller contre ça. Et c'est aussi pour cette raison-là qu'on a choisi le nom de marque Ironie pour désigner les matières qu'on développe. Parce que justement, on prend à contre-pied cette image un peu négative du chanvre textile. Alors par rapport aux questions... Il y avait aussi la question, Anne, sur comment ça a été accueilli dans le secteur du textile. Et ouais. Voilà. Oui, donc c'est ce que je disais, pas forcément facile au début, étant donné à la fois donc l'image du chanvre et le moindre intérêt par rapport à aujourd'hui pour des matières à faible impact, mais une tendance quand même de plus en plus à ce que les marques s'engagent sur ce sujet, aussi bien parce que les consommateurs sont de plus en plus conscients de l'impact social et environnemental du secteur textile et des vêtements qu'on porte tous les jours, et aussi parce que des réglementations apparaissent. Donc il y a l'affichage environnemental des produits au niveau européen, des réglementations aussi en cours d'élaboration. Donc les acteurs du marché textile sont aussi en train de regarder un peu plus ce sujet. Et donc, ça nous offre aussi des perspectives plus positives pour continuer nos développements, pour produire des matières à plus grande échelle, qui est notre prochain enjeu. On a réalisé un certain nombre de prototypes à échelle laboratoire, et notre ambition, c'est de pouvoir changer d'échelle, augmenter notre capacité de production, pour à la fois, en amont, encourager des agriculteurs à introduire le chanvre en rotation de leur culture et bénéficier de tout ce que ça apporte de positif pour régénérer les sols, pour préserver l'eau, pour améliorer les rendements des cultures suivantes, etc. Et puis en aval, proposer aux filateurs, aux tisserands et à tous les acteurs industriels et marques textiles du territoire des matières locales qui leur permettent aussi d'avoir une chaîne d'approvisionnement plus résiliente. Voilà. J'avais une dernière question par rapport au secteur du textile. J'imagine effectivement c'est difficile à faire bouger, mais compte tenu des enjeux colossaux qu'on a aujourd'hui, qu'est-ce qui, selon toi, pourrait vraiment faire bouger les choses de façon plus impactante ? Je pense que les réglementations vont dans ce sens-là. Ce qui me semble positif, c'est qu'il y a aussi une volonté de la part des marques de s'appuyer sur des données chiffrées, donc d'utiliser des analyses de cycle de vie pour éviter le greenwashing et vraiment pouvoir se dire, OK, je produis un vêtement, j'ai essayé de collecter un maximum d'informations sur toute sa production depuis vraiment les matières premières. Je peux partager ça au consommateur et il peut faire son choix ensuite en fonction. Donc la transparence, ça, je pense que c'est vraiment un élément clé, et la traçabilité qui est liée et qui est très compliqué dans ce secteur. Donc je pense que voilà, les réglementations sont un point qui peut accélérer la transition. Et puis forcément, c'est peut-être un peu cliché, mais le rôle des consommateurs, puisque on porte tous des vêtements tous les jours, donc on est forcément tous aussi concernés par cette thématique. Donc de regarder les étiquettes, d'où viennent les produits qu'on porte, etc. Je pense que ça fait partie aussi d'une démarche qui va dans le bon sens et qui pousse les marques à toujours s'améliorer. Merci beaucoup Anne. On va écouter Romain donc sur ce sujet. Alors,
Comment la sobriété est venue à toi? Alors, est-ce que c'est toi qui allais vers la sobriété ou c'est elle qui est venue à toi? Ouais, c'est un peu un mix de tout ça. Tu as présenté mon parcours tout à l'heure, effectivement, c'est un peu différent. Euh, j'ai toujours envie de créer mon entreprise depuis que je suis tout petit. Quand j'ai fini mon école d'ingénieur en informatique, parce que pour moi c'était primordial de savoir coder pour créer son entreprise, je ne me suis pas lancé parce que j'avais ni l'idée, ni l'équipe, ni vraiment les moyens. Donc c'était pas la finalité, créer une entreprise pour créer une entreprise. S'il n'y a pas de projet derrière, on va pas bien loin. Donc j'ai continué avec un an en école de commerce pour avoir une double compétence et acquérir des compétences plus business. Suite à ça, toujours pas plus d'idées, toujours pas plus de moyens. Un prêt étudiant sur le dos en plus par contre, donc ça aide pas forcément. Donc encore une fois, je me suis pas lancé. J'ai rejoint EDF, comme tu disais tout à l'heure. Pendant 2 ans, un peu plus de 2 ans, j'étais chercheur à la R&D d'EDF. Donc un poste très bien, des missions très bien. Je me suis éclaté, mais toujours cette volonté finalement de créer mon entreprise. Et donc je l'ai fait, j'ai quitté EDF pour monter donc MrBot, une entreprise, une agence de création et développement de chatbots dont on parlait tout à l'heure. C'est des agents conversationnels, des petits robots qui répondent sur les sites internet quand on leur pose des questions sur les produits, etc., qui automatisent la conversation. Donc j'ai créé cette société et je me suis amusé avec plein de projets, avec plein de clients différents. On a créé des chatbots dans le cinéma, des outils marketing pour le lancement de films. On a travaillé dans l'industrie avec des collectivités. Et c'était à chaque fois des projets différents. On découvrait des nouveaux métiers, mais finalement, comme une agence, quoi, une fois que le projet était livré, on passait à autre chose, un nouveau projet, etc. Et je commençais à me poser des questions sur comment je me vois dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, comment je vois MrBot. Et je me disais, en fait, le seul développement possible, c'est on s'agrandit, on recrute plus d'ingénieurs, de développeurs. Et demain, on est une agence de 50 développeurs et puis on fait des chatbots à la chaîne. Tous les mois, on livre des nouveaux bots. Mais ça ne me faisait pas vraiment rêver, en fait. Je me suis dit, OK, j'ai monté mon entreprise, c'était mon rêve de toujours. Je m'amuse au quotidien, j'apprends des nouvelles choses, mais j'avais du mal un peu à me projeter plus loin dans ça. Et j'ai travaillé pour Bordeaux Métropole à ce moment-là, en 2018, fin 2018. Ils nous avaient contactés pour un projet de chatbot autour de la gestion des déchets. Parce qu'ils constataient qu'ils avaient du mal à communiquer efficacement sur ce sujet-là, que c'était un sujet complexe. Et qui voyaient que les chatbots ils étaient en train d'exploser sur beaucoup de sites et de cibles, notamment les collectivités. Ils se sont dit c'est peut-être un canal innovant comme ça qu'il nous faudrait pour faire passer nos messages. Et donc ils ont voulu qu'on les accompagne sur ça. Donc on a créé un chatbot, un projet de plus pour nous sur la gestion des déchets, un bot qui répondait à toutes les questions sur les consignes de tri, les déchetteries, la réduction des déchets, etc., qu'on a développé, qu'on a conçu et qu'on a développé et mis en ligne sur le site internet de Bordeaux Métropole et sur leur page Facebook. Et très rapidement, il y a eu beaucoup d'utilisateurs. On a eu des super retours à la fois de la métropole et des habitants de Bordeaux. Et de là, j'ai commencé à avoir un déclic en me disant, mais finalement, cette problématique que rencontre Bordeaux Métropole, elle est probablement commune à d'autres collectivités. Et il y a peut-être un truc à faire et un truc qui a du sens pour le coup. Et j'ai rencontré d'autres collectivités, donc Grand Angoulême et Grand Poitiers, avec qui j'ai commencé à discuter plus sérieusement de cette idée, de ce projet, en ayant en tête de créer une solution dédiée pour répondre à ces problématiques-là. Et c'est de là qu'est né Trizy. Donc j'ai créé une nouvelle marque, un nouveau produit donc, qui s'appelle Trizy, et qui est une solution d'accompagnement des collectivités à la communication et sensibilisation sur la réduction des déchets. Et tout de suite, ce qui me bloquait un peu sur MrBot, à savoir, ok, c'est cool, je vous fais des projets sympas, mais finalement, elle est où la finalité derrière ça? Là, j'avais cette réponse de dire la finalité, finalement, c'est l'impact qu'on peut avoir auprès des collectivités et des habitants sur le tri des déchets et sur la réduction des déchets. Et d'un coup, la lumière s'est allumée, c'était limpide pour moi, et qu'il fallait s'investir dans un projet qui a du sens finalement, et on sait où on va et pourquoi on le fait, pourquoi on mettrait plus d'énergie, pourquoi l'équipe agrandirait, si ce n'est que juste faire grandir le chiffre d'affaires finalement. Et c'est de ces constats-là, de cette volonté-là que Trizy a commencé à se développer en 2019. On a commencé à travailler avec de plus en plus de collectivités. Et finalement, la sobriété, nous, on l'a. J'en reparlerai après, on fait des choses en interne, effectivement, mais on est une toute petite structure, on est start-up, on est 6, donc c'est pas forcément là où on peut avoir le plus d'impact, mais c'est surtout avec la solution qu'on vend, auprès des collectivités et des habitants, qu'on peut aider les territoires à avoir une sobriété plus importante, une réduction des déchets. Et c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien. Et finalement, l'impact environnemental de la solution, qui était vraiment
le leitmotiv initial, il s'est aussi transformé en impact social, parce que rapidement, autour de la gestion des déchets, on a découvert d'autres acteurs qui sont les structures du réemploi, les ressourceries, les recycleries, toutes les associations de réemploi ou les entreprises qui font des belles choses. Et ils sont finalement incontournables dans cet écosystème et trop peu mis en avant. Et finalement, notre mission, elle est devenue double en se disant, OK, j'ai envie qu'on les aide, ces gens-là qui font tous des trucs canons, mais qui ont du mal à être mis en avant auprès des habitants. Et on ne va pas utiliser leur solution parce qu'on ne les connaît pas, alors que ce n'est pas plus contraignant de déposer son canapé dans une recyclerie qu'à la déchetterie. Peut-être que la recyclerie, elle est même plus près de chez moi que la déchetterie. Donc, pourquoi ne pas le faire ? Et finalement, l'impact, il est aussi de se dire comment on peut aider toutes ces structures-là à être mises plus en avant auprès des habitants. Et on travaille aujourd'hui avec plus de 150 porteurs de projets à travers la France, dans tous les territoires avec lesquels on travaille, pour les mettre en avant, que ce soit à travers notre outil digital sur les sites des collectivités, et même porter des partenariats. Par exemple, et vous retrouverez d'ailleurs bientôt, j'en parle avec Margot, je ne sais pas si elle est là tout à l'heure, on mettra une boîte de collecte des montures de lunettes usagées à l'accueil de la Technopole. Et derrière, c'est un partenaire qui les récupère, qui les envoie dans un atelier de réinsertion avec des personnes en réinsertion pour les nettoyer, les remettre en bon état et les recommercialise sur son site internet ou en boutique à Roubaix. Et si elles ne sont pas suffisamment en bon état, on va dire, pour être commercialisées sur le marché français, elles sont envoyées dans les pays en voie de développement qui, eux, vont vraiment les utiliser parce qu'ils en ont besoin. Donc ça a du sens de manière écologique et de manière sociale. Donc c'est tous ces projets qu'on essaye de mettre en avant de la meilleure manière qu'on peut. Et ça m'emmène sur le sujet du modèle économique, justement des structures à impact comme nous. C'est compliqué finalement d'avoir un modèle économique qui va être rentable avec l'activité qui a de l'impact. Typiquement, ce qu'on fait là avec ce partenaire, ça ne nous fait pas gagner de sous. Quand on va proposer ces boîtes de collecte aux collectivités avec lesquelles on travaille, on les donne gratuitement. Ça a même un coût pour nous parce qu'il faut les produire, les boîtes. Et c'est juste qu'on a envie d'aider ce partenaire. On trouve que ça a du sens ce qu'il fait. Donc clairement, là, il n'y a aucun modèle économique direct, on va dire, mais indirectement, l'image que ça peut renvoyer, tous les partenariats qu'on crée, ça a du sens aussi et ça nous permet de travailler avec les collectivités et de proposer nos autres solutions. Mais c'est souvent compliqué d'allier impact et rentabilité. C'est pour ça que souvent les entreprises, elles ont des modèles un peu hybrides, et comme c'est le cas pour nous aujourd'hui, parce qu'on a toujours l'activité initiale de MrBot qui continue de perdurer au ralenti, mais on a toujours des projets avec MrBot qui nous permettent de financer et d'investir le CA généré sur ces projets de MrBot plus classiques. On continue de faire des bots en mode agence, très peu, mais quelques projets qui nous permettent d'investir ensuite sur les nouveaux projets de Trizy. Et beaucoup d'entreprises impact ont ce modèle-là où d'un côté, ils vont faire du consulting, du conseil ou des modèles économiques plus classiques qui permettent d'avoir de la rentabilité et ensuite de l'investir dans un modèle à impact qui, lui, peut être plus compliqué à obtenir une rentabilité, même si c'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, faut en avoir conscience que c'est souvent des modèles qu'on ne va pas retrouver ailleurs, qui sont propres à un secteur d'activité. Il faut essayer de bien comprendre son écosystème pour voir comment on peut être suffisamment malin pour financer l'impact qu'on veut avoir. Et d'ailleurs, je suis ravi qu'on ait un fonds à impact autour de la table parce que c'est un vrai sujet aussi. Quand j'ai commencé à rencontrer à la fois mon banquier ou même des premiers fonds d'investissement au moment du pivot entre MrBot et Trizy, dès qu'on commence à raconter l'histoire qu'on veut faire de l'impact, tout le monde trouve ça très chouette tant qu'on ne demande pas d'argent. À partir du moment où on demande de l'argent, impact très bien, mais ce qu'on va demander surtout, c'est le bilan et puis les chiffres. Et ce n'est pas du tout les indicateurs extra-financiers qui vont être regardés, donc peu importe l'impact qu'on a, si d'ailleurs ça ne se traduit pas en plein de zéros, on ne va pas être suivi. Enfin, du coup, ça, c'est plus ou moins vrai maintenant, je pense que vous avez complété, mais du coup, il y a de plus en plus de fonds impact qui sont créés, justement pour accompagner ces structures-là, et j'ai l'impression que le monde de la finance est aussi en remise en question, en évolution sur ces sujets-là. Des fonds classiques qui créent des filières à impact pour suivre ces projets. Et les premières questions qu'ils posent, c'est OK, c'est quoi ton impact? Combien de déchets tu as permis d'éviter? Avec combien de partenaires vous travaillez? Avant même de parler du CA ou de la rentabilité, ça fait super plaisir d'avoir ces rendez-vous-là. Donc on voit que ça évolue dans les bonnes directions et c'est en ayant ces structures qui pourront alimenter financièrement ce genre de projet qu'on pourra avoir un impact qui sera décuplé et pas avoir des projets qui resteront petits à une échelle locale. Donc tant mieux, heureusement que vous êtes là pour nous soutenir.
Et je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Si, c'est pas mal. Merci, tu as été un très bon élève. Du coup, j'avais pas forcément, Stéphanie, pensé te faire parler maintenant, mais je pense que ça peut être intéressant de rebondir peut-être et de répondre à Romain sur le sujet, puis après je te poserai éventuellement les autres questions. 1, 2. Bonjour à tous. Peut-être avant de répondre à Romain, je vais présenter un tout petit peu Déméter. Donc, nous, on est vraiment un pionnier de l'investissement dans la transition écologique, puisqu'on fait ça depuis 2005. Donc, pour nous, ce n'est pas un rattrapage ni une évolution du monde financier, c'est l'ADN de Déméter depuis sa création. Donc, notre fil rouge de toutes nos activités, c'est la transition écologique. Donc, c'est une des dimensions de l'investissement impact. On ne fait que ça. On investit dans des sociétés qui vont être des projets très amont, des startups innovantes, jusqu'à des sociétés matures qui ont besoin de financement pour aller croître plus vite ou faire de la croissance externe, et puis jusqu'à des projets de financement d'infrastructures. Donc là, c'est sur ça va être du photovoltaïque, de l'éolien, des dispositifs de recharge pour véhicules électriques dans plusieurs villes en France, etc., ou en Europe. Donc on est sectoriel, on est dédié à la transition écologique et on est multi-métier dans l'investissement. Moi, je représente spécifiquement le fonds Vitirev Innovation dont on parlait tout à l'heure. Donc, on est basé à Bordeaux. Le reste de nos équipes est à Paris, Lyon, Madrid. On est aussi en Allemagne. Et donc, à Bordeaux, on investit spécifiquement dans l'innovation pour le secteur vitivini. Donc, comment est-ce qu'on accompagne et comment est-ce qu'on finance des innovations qui vont apporter des solutions de transition écologique aux vignerons, aux viticulteurs, pour construire la viticulture de demain. C'est un projet qui s'inscrit dans un programme qui s'appelle Vitirev, qui est un programme de la région, et qui a vocation à en fait, accompagner la disparition de l'utilisation des intrants chimiques dans la viticulture. Dans l'innovation, on accompagne d'autres thématiques et d'autres secteurs. On accompagne des entreprises innovantes dans l'agri-innovation. Donc, on reste proche de la viticulture. On a donc cette branche-là en agri. On accompagne aussi des entreprises dans l'industrie durable, toujours avec cette dimension innovation. Donc, c'est pas de l'industrie lourde, c'est des technologies qui vont apporter des innovations durables dans le secteur de l'industrie. On investit également dans ce qu'on appelle l'économie circulaire. Donc, on a un projet de fonds qui devrait se concrétiser au début de l'année prochaine avec un focus sur les matériaux. Donc, l'objectif, ça va être de pouvoir accompagner des porteurs de projets donc, qui ont cette dimension économie circulaire en France, en Europe et aux États-Unis. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on fait sur la partie innovation. Sur le reste, on est vraiment dans des thématiques de mobilité et de ville durable au sens large. Donc voilà un petit peu ce qu'on fait chez Déméter. Est-ce que vous avez du coup des critères un peu plus spécifiques d'accompagnement ? On a des critères très spécifiques sur chacun de nos fonds. À la fois, je vais commencer par ça en premier du coup, des critères d'impact. Donc sur tous nos nouveaux fonds là sont ce qu'on appelle article 9, je ne sais pas si ça vous parle, c'est une réglementation européenne, le SFDR, qui en fait qualifie nos fonds d'investissement comme des fonds à des investissements durables avec une vraie vocation. Donc on a un certain nombre de critères très très spécifiques nous à remplir en termes de transparence de l'impact de nos investissements. Donc en fait, c'est là qu'on voit que nous, nos obligations et l'intégration de la sobriété et de l'impact dans toutes nos démarches, elle se fait à double étage. Elle se fait à l'étage de Déméter et à l'étage des entreprises. Donc on va devoir faire des audits d'impact avant même d'être passé dans tous nos processus d'investissement que les start-upers autour de la table connaissent bien, des comités d'investissement, etc. On va en tout premier lieu mandater des cabinets. Vous en connaissez sûrement, celui qu'on utilise, c'est Greenflex, mais c'est tous les Carbone 4, etc., qui vont faire des mesures d'impact au sens large. Donc il y a la dimension carbone, mais pour nous, il y a aussi la dimension biodiversité qui est très importante. Avant même qu'on entame des discussions un peu avancées avec les entrepreneurs.
On leur pose aussi, bien sûr, la question quand même de leur chiffre d'affaires, de leur projet de développement. Évidemment, la mission de Demeter et de beaucoup de fonds d'impact, c'est quand même de réconcilier performance financière et durabilité et performance extra-financière. Peut-être pour compléter sur cette dimension des performances extra-financières, nous, on les mesure à l'entrée, comme je le disais, c'est un de nos critères d'investissement. On les mesure aussi à la sortie en comparaison à des objectifs qu'on se fixe à l'entrée. Quand je dis à la sortie, c'est donc on a vocation à investir dans les entreprises et de les accompagner pendant 5 à 7 ans. Et donc, lorsqu'on cède l'entreprise à un industriel ou qu'on cède nos parts à un autre fonds d'investissement ou aux entrepreneurs qui nous rachètent, on va mesurer par rapport ce qu'on appelle au business plan impact ou au business plan extra-financier qu'on fait maintenant, l'atteinte de ces objectifs-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le métier de l'investissement, les équipes de gestion, donc comme moi, ont un système de rémunération qui est basé sur la performance, généralement pour les fonds un peu classiques financières des sociétés dans lesquelles on investit. Et nous, ce calcul d'intéressement à la performance du fonds, il se fait pour moitié sur des critères financiers, pour moitié sur des critères extra-financiers. Donc c'est pour le coup ça très novateur. Il y a peu de fonds qui le pratiquent, même si je le souhaite, ça va se généraliser. Et puis peut-être 2 mots sur les engagements en matière de sobriété de Demeter. Donc là, je viens de vous parler un petit peu de nos engagements à l'échelle des sociétés dans lesquelles on investit. Nos engagements, nous, en tant que structure d'investissement. Donc par essence même, on est une structure d'impact, mais bon, bien évidemment, on est signataire d'un certain nombre de chartes, de dispositifs. Je pense notamment au excusez-moi l'accent, Principle for Responsible Investment. Donc, ça établit les grands principes d'intégration de ce qu'on appelle l'ESG, donc environnement social et gouvernance, dans nos pratiques d'investissement. On est bien sûr membre de certaines associations pour la biodiversité. J'ai toute une petite liste dont je vous épargnerai le détail ici, mais voilà, on essaye d'avoir, nous, en tant que Demeter, un impact en tant que structure nous-mêmes, et puis on essaye également d'accompagner les entreprises dans lesquelles on investit dans ces démarches-là, même si, on en parlait tout à l'heure, les entrepreneurs que nous, on rencontre sont plutôt comme ceux que vous avez autour de la table aujourd'hui, à mettre au cœur de leur projet, par essence, la dimension de sobriété. Et donc là-dessus, on a en général peu de choses à leur apprendre. Une dernière question peut-être, quel constat tu peux faire, donc peut-être avec un peu plus de recul sur le monde financier ou des fonds d'investissement. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à la sobriété, comment elle s'intègre là-dedans? Est-ce que tu as des choses ou remarqué Moi, j'ai eu un parcours d'investisseur, alors pas spécifiquement impact, dans un autre secteur qui était celui de la cybersécurité, qui n'a absolument aucun rapport. Et ce que je peux constater aujourd'hui, c'est sur les pratiques des fonds, il y a ce que tu disais tout à l'heure, il y a une évolution réglementaire qui est en cours, qui fait que, quoi qu'il en soit, les fonds doivent intégrer dans leur processus d'investissement maintenant, et surtout dans leur processus de transparence, de reporting. Il y a vraiment une grosse évolution dans ce sens-là pour avoir des pratiques à minima ESG avec un certain nombre de critères qui doivent être respectés dans la sélection des entreprises. Bon, un fonds classique ne peut pas aller investir dans une société qui va faire de l'armement ou des choses comme ça. Ça paraît très basique, mais ça avait quand même besoin d'être mis en place. Et puis, on va accompagner les entreprises dans tout ce qui va être la mise en œuvre de critères de mixité, tout ce qui va être... voilà, on les force à mettre ces sujets-là sur la table, on s'engage à ça dans nos packs d'actionnaires. Et ça, c'est ce qui se fait dans les fonds généralistes. Ce n'est pas assez. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a effectivement une grosse différence avec les fonds à impact comme ceux de Demeter qui, comme je le disais, répondent à des critères beaucoup plus élevés correspondant à cet article, ce fameux article 9 dont on est très fiers de se revendiquer aujourd'hui. Et sur la partie entrepreneur, pour répondre à ta question, je constate que je rencontre effectivement des entrepreneurs, comme j'ai dit tout à l'heure, qui ont une démarche très différente, qui vont justement
trouvé ça extrêmement positif qu'on s'interroge d'abord sur l'impact de leur projet avant de leur demander leur projet de performance financière. Voilà. Merci beaucoup Stéphanie pour ces précisions. Je vais passer la parole à Jean-Charles Vicard, de la même façon, pour nous dire comment la sobriété est arrivée à lui. Bonjour à tous et à toutes. Bon, donc oui, Jean-Charles Vicard, j'ai été présenté. Donc je vais intervenir avec deux casquettes en étant président du groupe Vicard et de l'autre côté avec le mandat MEDEF Charente où il y a beaucoup de travail aussi à faire sur la transition écologique et énergétique de ce territoire, notamment sur la filière cognac, sur l'impact carbone du cognac. Donc pour présenter l'entreprise, on fabrique des barriques en chêne à destination de 45 pays dans le monde. On exporte 60% de notre production et on fabrique 40 000 barriques par an. Donc on a besoin de beaucoup de chêne. Alors on passe souvent pour des abatteurs de chêne, mais on est dans un circuit assez vertueux parce qu'aujourd'hui on achète auprès de l'organisme qui s'appelle l'ONF, l'Office national des forêts, qui gère la forêt de manière remarquable. Et du coup, on répond à des normes PEFC où on a forcément un circuit qui permet de rendre cette matière avec un impact carbone à zéro. Donc dès qu'on coupe un chêne, forcément, il y en a un autre qui naît. Et on sait que les vieux chênes sont moins performants en termes de captation de CO2 pour faire de l'oxygène avec la photosynthèse. Donc pour vous dire, la sobriété, je pense que c'est un travail de longue haleine. On n'est pas dans la transition écologique ou énergétique du jour au lendemain. Je me rappelle avoir commencé on fait beaucoup de déchets dans le chêne quand on fait des barriques. On achète le tronc d'arbre. Alors il faut savoir qu'on a la particularité de ne pas être que tonnelier. On a acquis aussi les compétences amont. Au-dessus de la tonnellerie, il y a la méranderie. La méranderie, c'est ceux qui récupèrent les troncs d'arbres auprès de l'ONF et qui les transforment en pièces pour faire les barriques. On a cette activité-là qui est en frontière Haute-Vienne vers Saint-Julien. Et on récupère, on achète les chênes de toute la France auprès de l'Office national des forêts. On a 2 personnes qui sont continuellement en forêt, qui achètent les arbres dès qu'il y a des ventes de la part de l'Office national des forêts. Ces arbres-là sont amenés dans cette méranderie et ensuite on fend les arbres en 2 et en 4, puis on les débite. Donc en fait, la façon de fendre et de débiter amène beaucoup de déchets. Ça veut dire que dans un tronc d'arbre, sur 5 mètres cubes de tronc d'arbre, on va avoir 1 mètre cube qui va servir à faire des barriques. Le reste, c'est l'écorce. Derrière l'écorce, il y a l'aubier, le cœur de l'arbre et éventuellement tous les défauts, les nœuds qui ne sont pas bons, donc il va falloir couper. Et donc, ça nous fait énormément de déchets. Et ces déchets-là, depuis tout le temps, on a eu l'habitude de les gérer, plus ou moins bien. Mais je me souviens, depuis déjà 1975, je ne sais pas grand, mais je me souviens de la chaudière à bois qu'avait mis en place mon père. Et c'était déjà des déchets de tonnellerie qui alimentaient pour faire le chauffage des ateliers l'hiver et fabriquer de l'eau chaude pour tester les barriques. Quand on teste les barriques, on met de l'eau chaude dedans, on remue la barrique, on fait monter la barrique en pression, et s'il y a des fuites, la vapeur d'eau passe à travers. Donc tout ça, on a commencé chaudière à bois dans les années 70, et ensuite on a commencé à... C'est vraiment une philosophie. Moi, c'est quelque chose qui est dans mes gènes depuis très longtemps. Pour vous donner quelques dates, j'ai commencé à faire du convoyage. On chauffe nos barriques. Quand on chauffait les barriques, pour les cintrer et puis pour leur donner leurs arômes qui vont servir à bonifier les vins et les cognacs, on les chauffe à des températures plus ou moins élevées. Et en fait, on mettait du bois dans un brasero. Et on se servait de nos déchets pour faire fonctionner ce feu qui permettait de cintrer les barriques et de faire ce bousinage qu'on appelle, cet apport aromatique. Et progressivement, je me suis dit, il y a des choses plus intéressantes à faire. Et j'ai commencé par faire du convoyage. C'est-à-dire que, en fait, aujourd'hui, j'ai 60 petits poêles à granulés, si vous voulez, qui sont des petits foyers, mais qui sont alimentés avec mes pelés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2007, j'ai développé une unité de granulation. Ça n'existait pas pour le chêne seulement, je fais que du chêne. Donc, alors que le pelé, il est composé généralement de 2 tiers de feuillus et d'1 tiers de résineux pour pouvoir agglomérer. Donc moi, je suis parti dans une espèce de démarche un peu
loufoque où je me suis dit, je vais faire mon pelé. Et je suis parti en 2000, ça a commencé en 2006, et j'ai mis 2 ans pour mettre au point mon unité de granulation, qui à l'époque n'était pas du tout regardée par la région. On finançait les gens qui achetaient des pôles à granulés, mais on finançait pas ceux qui les faisaient. Donc je me plais à le rappeler en ce moment, parce que c'est quelque chose qui m'avait coûté, c'était en centaines de millions d'euros, centaines de milliers d'euros, et c'était pas facile à ingurgiter en termes d'investissement, mais je l'avais fait parce que j'y croyais. Et effectivement, aujourd'hui, j'ai un espèce de confort de fonctionnement, parce qu'en utilisant aujourd'hui des granulés, j'améliore le flux d'apport vers mes foyers de cuisson, et donc du coup j'ai amélioré énormément ma qualité de cuisson de bois. Voilà, unité de granulation en 2007, si je veux dire, une grosse chaudière de 2,5 MW qui me passe une grosse partie de mes déchets de la méranderie. C'est-à-dire que mes déchets de méranderie, il y en a une partie qui va servir au comptoir des bois de Brive, donc c'est pour la pâte à papier. Il faut savoir que le chêne va servir à faire de la pâte à papier. Et j'ai une autre utilisation, c'est que j'amène mes déchets à Cognac, et j'ai une grosse chaudière qui me prend ces déchets-là, qui les brûle et qui me fabrique à la fois de l'eau chaude qui va me permettre d'alimenter des cellules de séchage. Donc c'est de l'eau chaude qui passe dans des gros radiateurs. Ces radiateurs, il y a un ventilateur qui pousse l'air chaud qui est fabriqué par les ventilateurs et qui sèche mon bois. Parce qu'il faut savoir que sur mon parc à bois à Cognac, j'ai l'équivalent de 120 000 barriques qui sèchent en palette, parce qu'il faut que le bois sèche au moins 3 ans à l'air libre avant d'être utilisé pour faire les barriques. Donc une grosse contrainte financière, immobilisée, mais c'est pas grave, c'est comme ça depuis tout le temps. Et donc en fait, cette chaudière va me faire cette eau chaude qui va me permettre de sécher mon bois à la fin de son cycle de 3 ans, pour le descendre encore en humidité à 10%, pour que je puisse usiner mon bois et avoir une constance dans le séchage de ma matière. Et ensuite, elle va me fabriquer également de la vapeur. La vapeur qui va me servir à cintrer mes barriques. Avant, on cintrait avec le feu de bois à l'intérieur du brasero, on arrosait l'extérieur de la barrique et on détendait les fibres du bois pour les cintrer. C'était pas forcément la meilleure matière, mais on n'avait pas autre chose. Et là, en utilisant ma vapeur, c'est à la fois de l'humidité et à la fois de la chaleur, la vapeur. Donc c'est le meilleur moyen pour rendre le chêne malléable. Donc on est parti là-dedans, et donc cette grosse chaudière aujourd'hui fonctionne à 100% pour produire, et le chauffage des ateliers l'hiver bien sûr. Donc il y a 2 ans, je me suis dit, bon, on est pas mal, on recycle nos déchets, on est dans un bilan carbone qui est acceptable, mais je me suis dit, il y a peut-être mieux à faire. J'ai réfléchi à certaines choses. On laissait filer quand même 60 foyers de chauffe, toute cette fumée chaude à 120 à 150 degrés qui s'en va dans la nature, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Et donc j'ai convoqué un cabinet d'audit avec lequel maintenant je bosse beaucoup, et je le recommande aussi à d'autres entreprises, qui est venu me faire un audit énergétique de mon entreprise. La première chose qu'ils m'ont dit, c'est: il va falloir compter les calories que tu dépenses. Ah bon? Donc on a mis en place 12 compteurs. Sur le site, j'ai un site de 14 hectares, donc qui est assez vaste, mais il y en a 8 qui est dédié pour le séchage de mon bois à l'air libre, mais j'ai quand même 1,5 hectare de bâtiments couverts. Et alors, ces compteurs me permettent aujourd'hui de calculer l'énergie électrique que je dépense, calculer l'énergie vapeur que je dépense, calculer l'énergie eau chaude que je dépense, et de cibler les éventuels dysfonctionnements ou les améliorations potentielles que je pourrais faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, ma grosse unité de granulation, ma presse à faire des granulés, c'est 2 moteurs de 80 kW qui démarrent le matin en même temps que les autres machines, et donc ils mettent des à-coups, des pics de consommation d'électricité, et ces compteurs-là ont permis de me faire voir qu'il serait peut-être intéressant de décaler la mise en marche de cette machine, et peut-être même la production de cette machine. Donc je m'interroge aujourd'hui de savoir si je ne vais pas faire travailler cette machine la nuit, quand tout le reste des machines est arrêté, parce que ce n'est pas une machine qui est obligatoirement en phase avec mes autres machines pour produire les barriques. Donc en fait, après quand on a commencé à analyser ces compteurs, on s'est dit, bon, il y a donc ces choses très basiques à mettre en place, mais on a quand même été un peu plus loin, et on s'est posé la question de ces fumées chaudes. Et aujourd'hui, je suis en train de mettre en place ce qu'on appelle une récupération de chaleur fatale. On est en train de capter toutes nos fumées de nos 60 foyers
on les fait passer dans un échangeur thermique qui est au milieu d'un gros réservoir, et ces fumées chaudes qui passent dans l'échangeur thermique me réchauffent de l'eau. Ça veut dire que cette eau que je vais réchauffer avec des calories qui étaient perdues me permet aujourd'hui de libérer de la puissance sur ma chaudière, qui l'a fabriquée, cette eau chaude. Et sur cette chaudière, je suis en train de greffer une turbine vapeur qui va me permettre de produire l'électricité. Voilà. Donc en fait, en se posant des questions assez simples, en ayant cette philosophie de dire comment peut-on faire mieux en consommant moins, c'est quelque chose que je vous invite à prendre en compte. Moi, j'ai avancé depuis quelques temps et j'ai les compétences pour aiguiller les entrepreneurs ou les gens qui ont envie de se lancer dans la démarche. Mais la première chose à faire, c'est cet audit énergétique. J'ai par ailleurs, je viens de signer avec EDF la pose de 6000 m² de photovoltaïque sur mes toits. Le but, il y a un décret qui est sorti il y a 2 mois qui est super intéressant, qui dit que si vous auto-consommez 50% de votre production d'énergie électrique via le photovoltaïque, le reste de votre production est revendu au réseau à des tarifs qui sont super intéressants. On est à 98 centimes d'euros le kilowatt, alors qu'il y a 3-4 ans, c'était encore 11 centimes. 98 centimes d'euros le kilowatt, alors qu'avant c'était 11 centimes. Donc c'est x10 quasiment. Donc là, il y a des choses intéressantes à faire. Donc là, j'ai signé avec EDF pour ce projet-là. C'est un projet à 1 million d'euros. Hein, mais la rentabilité est intéressante. Et je suis en train même d'aller plus loin, je suis en train d'avoir un projet pour couvrir une partie de mon parc à bois. Toutes ces palettes qui sont à l'air libre, elles ont besoin de vent, de pluie, mais pas forcément de soleil. Et moi, le soleil, au bout de 3 ans, les UV m'abîment les couches supérieures de mon bois et donc m'amènent de la perte. Quand je vais usiner et travailler mon bois, je vais avoir plus de casse parce que le bois va être plus fragile. Et en plus, aujourd'hui, on a des assureurs qui prennent qui ouvrent de plus en plus les parapluies. Donc, pour info, mon risque assuré est de 100 millions d'euros. Ça veut dire que j'ai quand même une valeur bois qui est énorme. Et pourquoi? Parce qu'il dit, s'il y a un acte malfaisant, un type qui arrive avec son jerrycan d'essence et qui allume le bois un peu partout, ben, si ça brûle, qu'est-ce que vous faites? J'ai dit, il est quand même étalé sur 8 hectares, c'est quand même, il va falloir qu'il soit plusieurs et avec un paquet de... Parce que ça ne brûle pas forcément comme ça. Et pas à n'importe quelle période. Là, faire démarrer un feu ici, en ce moment, c'est... Mais bon, bref, j'ai réfléchi à ça. Et je me suis dit, moi, quand même, si jamais il y avait un acte malveillant aujourd'hui avec les technologies qui existent, ça serait plutôt un drone qui me pulvérise une solution chlorée et qui me contamine tout mon bois. Ou alors, on ne va pas le souhaiter, mais une centrale qui merde et avec un nuage toxique. Donc en fait, le but, ça serait de couvrir mon parc à une certaine hauteur et donc dessous de pouvoir amener du sprinklage parce que ça me permettrait d'améliorer ce que fait la nature irrégulièrement parce qu'en été, j'ai peu de pluie, l'hiver, j'en ai beaucoup et donc de capter les eaux de pluie via mes photovoltaïques, de récupérer mon eau de pluie, stocker ça dans des réservoirs et derrière de pouvoir sprinkler mon bois à des périodes bien régulières qui permettraient de maintenir de l'humidité dans mon bois, c'est important, et du coup réduire les risques d'incendie, donc en fait de faire de la prévention sur ce que me reprocheraient mes assureurs. Donc en fait, toutes ces démarches-là, c'est de la bonne logique, c'est de la réflexion. On a également utilisé, on teste les barriques, il faut à chaque fois mettre 25 litres d'eau chaude dans nos barriques pour les tester. Donc moi je me suis penché aujourd'hui avec une tasse à expresso de vapeur à 150 degrés, de la haute pression, je fais un test beaucoup plus efficace et j'économise 25 doses dans chaque barrique. À 200 barriques par jour, ça fait des grosses économies. En fait, c'est que des choses relativement simples à mettre en place, mais c'est vraiment, je pense que là, la sobriété, c'est une histoire c'est du vécu, c'est toujours, je dirais, plus facile d'être en réflexion quand on produit beaucoup de déchets, parce que si on ne trouve pas un exutoire, on se retrouve avec des tonnes de déchets à gérer. C'est comme aujourd'hui, quand on appuie sur le bouton électrique, vous avez l'électricité qui arrive, ou tournez le bouton de gaz, le gaz arrive, vous ne vous posez pas de questions.
de faire des économies d'énergie. Quand vous vous appuierez sur le bouton et qu'il n'y aura plus d'énergie qui va arriver, on se posera des questions pour comment l'économiser. Donc en fait, on n'est pas encore entré dans la pleine phase où l'eau va devenir rare, l'électricité, va falloir la produire. Toutes ces choses-là, il va falloir y faire attention dans les années à venir. Et j'encourage les entreprises parce que je pense que dès 2025, les entreprises seront vouées à on va dire un diagnostic carbone. Ils seront soit créditeurs carbone, soit ils auront un malus carbone. Mais ça, je pense qu'on va y venir très vite. Et à juste titre. Merci. Juste pour finir, tous ces investissements sont. Je voulais quand même. En fait, on est aidé par la région, mais la récupération de chaleur fatale, la pose d'une turbine vapeur, c'est des retours sur investissement à 20 ans. Donc, pour moi, c'est un chef d'entreprise normalement constitué, il n'y va pas. Moi, j'y suis allé parce que j'y crois. Si demain, je peux faire du crédit carbone, je récupérerai la mise de départ. Mais aujourd'hui, on n'est pas dans une dynamique avec la région. C'est pour ça que le MEDEF, d'être au MEDEF, c'est pas fait pour faire de la politique, c'est aussi pour essayer d'améliorer le territoire. C'est d'avoir des discussions avec des ministres et en leur disant, OK, on peut être aidé à 40% de subventions par la région, mais quid du reste, les 60% qu'on doit sortir de la poche? Est-ce que ça serait pas bien d'avoir une avance remboursable qui dure le temps du retour sur amortissement, 20 ans, et ça serait beaucoup plus indolore. Donc on essaye de renvoyer des infos à Bercy et d'essayer de débloquer aussi ce développement de transition écologique et énergétique, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix, il faut y passer, et il faut le faire assez vite. Et donc là, du coup, la sobriété, dans l'autre sens, on ne va pas être sobre. Il va falloir faire parler, parce qu'il faut vraiment rentrer dans la démarche, parce que c'est urgent. Voilà. Merci beaucoup Jean-Charles. Donc on a entendu, il faut y croire avant tout, effectivement, pour aller plus loin, plus vite peut-être, faire un audit et se poser finalement des questions simples. Je reprendrai ces éléments en synthèse. Je vais passer la parole donc à Yannick, donc directeur de la Technopole, pour nous déjà préciser comment est-ce que la Technopole porte l'ambition de la sobriété dans son accompagnement, pour la première question. Merci, rebonjour à toutes et à tous. Donc, c'est vrai que la Technopole, son métier de base, c'est d'accompagner les entrepreneurs sur l'innovation, de renforcer l'entrepreneuriat sur le territoire et de également accompagner les filières d'excellence en Charente. Donc naturellement, on s'est préoccupé des sujets des transitions numériques et écologiques, mais on n'a pas constitué la Technopole sur le sujet de la sobriété quand on a déposé les statuts, quand on a travaillé avec tous les partenaires pour définir le périmètre d'action de la Technopole. En fait, le sujet de la sobriété qui nous réunit aujourd'hui, il est venu, c'est plus un cheminement. Donc on est parti du sujet de l'entrepreneuriat en se disant voilà, comment est-ce qu'on doit densifier et renforcer l'entrepreneuriat sur notre territoire, qu'on peut aussi mettre en parallèle avec des territoires comme Bordeaux ou Nantes, où il y a beaucoup plus de recherche et de développement et donc beaucoup plus de chercheurs et de projets à ce qu'on appelle avec une forte intensité technologique. Sur un territoire comme Angoulême, on n'a pas cette densité. Donc on est en recherche d'entrepreneuriat un peu différent de ce qu'on peut trouver par ailleurs. Donc on avait cette première recherche de densification de projets entrepreneuriaux, ce qu'on appelle low-tech. Ensuite est venue, il y a 2 ans, la crise sanitaire, qui nous a aussi obligés, nous, en tant qu'acteurs publics, parapublics, à reconfigurer notre offre. On organisait régulièrement des startup week-ends qui réunissaient sur un week-end des porteurs de projets qui allaient travailler, réfléchir sur une unité de lieu et en même temps, donc avec une forte densité de personnes. Il était évident que lorsqu'il y a eu les premiers confinements, on ne pouvait plus réunir ces personnes. Donc ça nous a obligés à repenser un modèle d'entrepreneuriat et de se dire quels nouveaux dispositifs on pouvait envisager. Donc, de ce sujet de densifier l'entrepreneuriat, la crise Covid, on est arrivé à se dire on va organiser ce qu'on a appelé le challenge positif,
qui est en fait un challenge qui est une forme de Startup Weekend, mais organisé sur plusieurs mois, qui donc réunit des porteurs de projets, mais qu'on va accompagner non plus sur un week-end, mais sur 4 mois, sur des temps mixant du distanciel et du présentiel, ce qui nous permettait comme ça de stimuler toujours l'entrepreneuriat, mais en évitant de réunir trop de personnes au même endroit. Et le sujet impact positif a été rajouté ensuite, ou en même temps, parce qu'on se disait, voilà, quitte à faire un nouveau modèle de parcours entrepreneurial, autant tenir compte aussi de la crise qui nous impactait et de ces contraintes qui se mettaient en place. Et donc on en est arrivé à ce challenge positif, qui a été lancé donc l'année dernière, qu'on renouvelle cette année, et qui nous a permis d'identifier sur chaque édition une dizaine de porteurs de projets, qui tous évidemment avaient un sujet, c'est normal, c'est le sujet impact positif, donc un sujet impact, mais aussi avec bien sûr une thématique innovation. Donc ces porteurs de projets, eh bien, on les accompagne, parce que l'accompagnement des chargés de mission de la Technopole, ils peuvent accompagner un porteur de projet à impact comme ils peuvent accompagner un projet deep tech. Les méthodes sont les mêmes. Ce qui va différencier, c'est d'aller trouver le bon fonds d'investissement qui va être sensible au sujet à impact, le bon partenaire, mais les méthodes restent les mêmes. Donc on les accompagne et de fil en aiguille, on est arrivé à se dire le sujet en fait, finalement, au-delà de l'impact, c'est la sobriété que l'on retrouve en fil rouge de ces projets-là. Et d'où aujourd'hui, mais c'est un cheminement et on est toujours en train d'avancer et de le construire. Aujourd'hui, on organise cette journée sur la sobriété, mais je pense que c'est un chemin qui va perdurer et peut-être que demain, le challenge impact positif aura un nom plus en lien avec la sobriété. On en fera peut-être un domaine d'excellence de notre Technopole et on aura un panel d'experts qui pourra accompagner les entrepreneurs sur ces thématiques-là. J'avais une autre question, donc Yannick, quel constat finalement vous faites sur l'évolution de l'entrepreneuriat ou des entrepreneurs ou des nouveaux entrepreneurs? Est-ce que globalement on voit quand même une appétence plus importante pour la sobriété, ou est-ce que c'est vous qui semez la petite graine? Quel constat vous faites? Je pense que la réponse est sûrement double. On sème la petite graine quand on organise le challenge positif, mais les porteurs qui viennent, ils viennent aussi avec déjà cette appétence pour la sobriété, pour des projets à impact. Après, ce qui est pas complexe, mais c'est un peu différent, c'est des porteurs de projets comme Romain, qui sont venus plus par la techno et qui ont évolué, parce que ce que l'expliquait très bien Romain, il se posait des questions sur ce qu'il faisait, pourquoi, et du coup il en est venu à se dire il fait évoluer son entreprise pour que son entreprise devienne toujours techno mais à impact. Et ce type de projet est un peu différent parce que il faut qu'on identifie le porteur qui va apporter une technologie, une innovation, et qui n'est pas du tout au début avec une appétence pour la sobriété, mais qui pourrait peut-être y venir quand même parce que le porteur peut avoir une appétence pour ce sujet, parce que pour X ou Y raison, son projet peut concilier innovation et sobriété. Donc c'est à nous, équipe technopolitaine aussi, d'être agile pour aller identifier et savoir détecter le sujet de la sobriété qui peut venir dans un projet qui, de prime abord, n'est pas du tout sobre. On a un peu ces deux... on peut constater ces deux typologies d'entrepreneurs, mais je crois que ça a été évoqué par Walter ce matin, les digital sobres, je ne sais pas si c'est le bon terme, comme les digital natives, mais les entrepreneurs qui sont dès le début sur ce sujet de la sobriété, ça commence effectivement à prendre de l'ampleur, mais on en est quand même au tout début. Par contre, on a sûrement plus d'entrepreneurs qui suivent un parcours comme Romain et qui deviennent au fil du temps convaincus par le sujet et que l'on doit accompagner et détecter. Vous ne vous sentez pas la responsabilité aussi quand l'entreprise n'est pas du tout a priori ouverte à ces sujets-là, de les amener
Est-ce que vous sentez cet engagement? Est-ce qu'à l'avenir, c'est quelque chose auquel vous pensez ou pour être encore plus impactant finalement est-ce que la Technopole ne peut pas aller encore plus loin dans la démarche en allant aussi vers ces entreprises qui sont pas forcément ouvertes encore ou qui n'ont pas encore cette prise de conscience-là? Si, mais alors, là, je pense que c'est un travail collectif et je rejoins ce que disait M. Vicard. C'est vrai que l'union patronale a son rôle à jouer et la Technopole et les chambres de commerce. Et je pense que sur ce sujet-là, il faut... Voilà, c'est un mouvement ensemble, collectif, social, montrer des exemples comme on le fait aujourd'hui en témoignant, en expliquant qu'il est possible de porter ce type de projet et que ça va aussi ramener de la valeur ajoutée pour l'entreprise. Parce que c'est aussi ça quand même le sujet. Il y a une équipe, il y a des charges, donc il faut qu'un projet porté sur ces domaines-là puisse quand même permettre de créer de la valeur pour l'entreprise. Mais ça, il faut le faire certainement collectivement. Merci. Est-ce qu'on a encore un petit peu de temps? On laisse le temps pour les questions. Combien de temps on a? C'est bon? 5 minutes bon. 5-10 minutes. Du coup, je laisse la parole à la salle avant de faire peut-être une rapide synthèse. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des... Est-ce que... Donc... Allez-y, Jean-Charles. Une petite précision. Ce que je voulais vous dire aussi... Oui. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que on est tous obligés aujourd'hui de rentrer dans cette démarche. Moi, je le vois au niveau de mon métier. Je suis aujourd'hui pris en étau entre le vignoble, cette année qui a gelé. Donc ça veut dire que c'est la première fois qu'en France, le vignoble gèle au niveau national. Donc toutes les régions viticoles ont gelé, à plus ou moins grande échelle, mais ont gelé. Donc en gros, la moyenne nationale du gel, c'est moins 30%. Moi, ça me fera moins 30% de barriques en moins à produire sur la France. J'ai eu les feux de forêt en Australie qui m'ont impacté il y a 3 ans. Il y a 2 ans, les feux de forêt aux États-Unis qui ont ravagé les coteaux de la Napa Valley et la Sonoma Valley, les deux vallées au-dessus de San Francisco. Et ces brumes de fumée se sont déposées sur le vignoble et les gens n'ont pas pu vendanger parce que les raisins étaient contaminés. Donc moi, j'avais envoyé mes barriques. Ces barriques-là n'ont pas été utilisées et ont été utilisées cette année. Donc cette année, j'ai perdu moins 50% de production sur les États-Unis, qui est mon 2e plus grand pays derrière la France. Donc en fait, on se rend compte que le climat aujourd'hui évolue à vitesse grand V. Et que ces réchauffements climatiques, ils impactent énormément. Faut savoir qu'aujourd'hui, si vous passez dans une forêt domaniale où il y a des grands chênes, vous regardez au mois de juin ce qu'on appelle le houppier, la tête de l'arbre, il y a déjà 30 à 40 cm de feuilles qui sont tombées au niveau des branches. Pourquoi? Parce que même si on a de la ressource hydrique au niveau du sol, le chêne, il vit avec la photosynthèse par la tête. Donc en fait, les 2-3 degrés qu'on a, parce qu'on va les chercher plus haut à 15 mètres de hauteur, ces 2-3 degrés, ils font très mal. Donc imaginez, dans 30 ans, on parle encore de perdre 4 degrés, ça va être catastrophique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi j'ai une démarche où je veux essayer de replanter du chêne, mais pas le même que j'avais, parce que celui que j'avais jusqu'à présent, il est sensible à la chaleur. Le chêne sessile et le chêne pédonculé, les 2 espèces de chênes, sont très sensibles à la chaleur, donc c'est plus les chênes que l'on utilisera demain. Donc on est en train de faire des essais là, avec du chêne pubescent, par exemple, pour voir si lui, on sait qu'il tient mieux la chaleur, mais est-ce qu'il va être apte à faire des barriques et à bonifier les vins et les cognacs? Ça, on n'en sait rien. Donc en fait, aujourd'hui, imaginez bien que je fais un travail de fond qui portera ses fruits dans 150 ans. Le business, il est pas très rentable là. Parce qu'en fait, aujourd'hui, un chêne, avant de le couper, c'est entre 130 et 150 ans, et que ça ne sera pas pour la prochaine génération, ni pour celle d'après, ce sera pour la suivante. Donc, mais si on ne rentre pas dans cette démarche, et là je prends les extrêmes, mais c'est pourtant la réalité, on va arriver à des problématiques très très importantes, que l'on ne soupçonne pas encore aujourd'hui. Du coup, on fait comment pour embarquer tout le monde? Les enjeux sont colossaux aujourd'hui. Pour aller, j'allais dire, effectivement, plus loin, plus fort, pour être encore plus impactant. Comment est-ce qu'on peut faire pour embarquer, selon vous, encore plus de monde
dans la prise de conscience et dans les actions, en fait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les grosses organisations du territoire. Moi aujourd'hui, je suis en train d'essayer de bouger la Chambre de commerce, le MEDEF, le Grand Angoulême, le Grand Cognac, les grosses maisons de négoce qui utilisent beaucoup de barriques pour faire vieillir leur cognac. Donc il faut qu'ils qui se donnent aussi les moyens de pouvoir participer à de la replantation. On a aujourd'hui des terroirs en Nord-Charente et en Sud-Charente qui sont pas utilisés ou sur lesquels on pourrait planter de la forêt. Donc en fait, c'est aujourd'hui s'allier avec des compétences. Là, je suis en train de bosser avec. Il faut savoir que 70% de la forêt française est publique et appartient à l'État, donc à l'Office national des forêts, et il y en a 30% qui appartiennent à des privés. Et ces privés-là, c'est des experts forestiers privés qui gèrent ces forêts-là. Donc je me suis mis en lien avec ces experts forestiers, et le but, c'est de travailler avec eux, qu'ils y aillent analyser les sols et qu'ils fassent des projets, budgéter des projets où on planterait de la forêt, analyser les sols, planter les bonnes espèces de chênes, et voilà, et de partir dans cette démarche. Il faut que ça soit financé par des grands acteurs du cognac, par la région, par le département, voilà, par tous ces maisons-là. Il faut qu'on ait qu'on prenne en conscience que l'avenir, il va être fait que de ça demain. Voilà, merci. Merci. Est-ce que vous avez des questions ou pas dans la salle ? Oui, alors déjà bravo pour toutes les initiatives qui ont été menées, moi en particulier dans votre entreprise. Du coup, ma question pose sur le recyclage des tonneaux, leur durée de vie et comment vous les recyclez par la suite. Je ne sais pas si c'est une solution pour les réutiliser, peut-être pas. Et ensuite, effectivement, pour les pellets, j'ai aussi connaissance d'un projet qui s'appelle Vinea Énergie, qui a l'objet de faire des pellets à partir des pieds de vigne qui sont, je crois qu'on arrache 5% des pieds de vigne chaque année. C'est aussi une solution, une ressource. Quand on parle de frugalité, où sont les ressources disponibles directement, ça c'est une ressource. Alors aujourd'hui, recycler une barrique, alors il faut savoir que les barriques qui vont servir à faire du cognac peuvent durer 50, 60, 70 ans. Parce que le cognac vieillit très longtemps et donc on a besoin de vieilles barriques pour faire vieillir des vieux cognacs. Si la barrique s'abîme tous les 10-15 ans, il y a un suivi, on récupère la barrique, on la vide, on la récupère, on la répare et on remet des vieux cognacs dedans. On ne peut pas mettre du vieux cognac dans une barrique neuve. Donc en fait, pour le cognac, on a vraiment la barrique, elle est rincée et à la fin, je vais vous dire ce que j'en fais. C'est que là, par exemple, j'ai toutes les pièces qui sont... C'est de la 350-400 litres. Donc toutes les pièces qui sont poreuses, que l'on change, que l'on remplace, je refais des barriques plus petites où il n'y a pas autant de pression dedans. Donc les pièces qui étaient poreuses sur des gros volumes de 400 litres, sur un volume de 200 litres, seront moins poreuses. Et ces barriques-là, je les reconditionne en plus petites barriques de 200 litres et je les envoie pour faire du whisky aux États-Unis. Donc en fait, il y a une vie après la vie. Et après aussi, avec toutes nos chutes de bois, on a lancé une gamme de mobilier assez design. C'est passé sur le journal. On a des tables, des planches à découper, des manches debout, voilà. Donc on est en train d'ouvrir une boutique en ligne et c'est pour mettre un peu tout le monde dans le mode creusez-vous la tête, il y a des choses à faire. Mais voilà. Ça s'appelle comment ? Vic Art. Non, mais après, c'est quelque chose qui démarre. Mais en fait, c'est tous les bouts que l'on va réapposer et on fait des tables, on fait des choses qui sont vraiment sympas. Et on a essayé aussi de partir dans une démarche plus design que le mobilier qu'on voyait avec les ferrures, les trucs de bar où c'était assez kitsch. Donc on a lancé vraiment une gamme de mobilier qui est... Bon, je fais pas de pub, hein, mais bon, c'est la question qui veut sa réponse. Ensuite, je rebondis sur Vinea Énergie, qui est un pote à moi, Romain Guillaume, avec lequel j'ai bossé sur cette histoire de pellets. Et en fait, oui, le but, c'est, pour un peu refaire le truc, c'est qu'on arrache 5-6% du vignoble tous les ans.
On a un vignoble qui s'étend, qui est rendu à 85 000 hectares, et tous les ans, 5%, ça fait quand même du bois. Jusqu'à présent, quand on arrachait, c'était un bulldozer qui passait, qui emmenait les piquets, le barbelé, tout ça. On mettait le feu dedans, et pouf, ça disparaît, ça en fumait. Aujourd'hui, la préfète a fait passer un décret il y a 1 an où on n'a plus le droit de brûler. Mais elle n'a pas donné la solution pour... donc ça c'est pareil, c'est les viticulteurs qui vont devoir endosser ce... Et pour l'instant, il y en a qui continuent à mettre le feu dedans parce qu'ils ont des autorisations communales de le faire. Et ça va se tasser. Donc le but, il va être d'avoir un cahier des charges pour traiter le cep de vigne, le piquet, fil de fer, séparer tout ça. Donc il va y avoir un coût qui va être... et puis derrière, ça va être de le faire enlever. Donc aujourd'hui, Vinia Énergie commence déjà à enlever tout le bois qui broie. Et pour l'instant, ils en sont à cette étape-là. Donc le bois broyé peut servir à alimenter des chaudières biomasse communales ou de collectivités. Et demain, effectivement, c'est d'aller plus loin, c'est de pouvoir faire du pelé avec le broyage de ces déchets du vignoble. Donc je trouve que ça part d'un super principe, d'une belle idée, et c'est des gens qu'il faut aussi soutenir parce que c'est diminuer un impact carbone qui est très important sur le territoire. Merci. Merci pour vos interventions. J'ai une question sur aujourd'hui, quand vous allez voir, quand vous essayez de fédérer des personnes autour de vos projets, c'est quoi leur principale crainte? Finalement, quelles sont vos difficultés à convaincre? Et selon vous, pourquoi est-ce qu'ils peuvent avoir ces craintes? Alors, je pense que c'est forcément plus compliqué d'arriver avec un projet qui porte l'impact avant l'aspect économique, mais que les choses donc, sont en train de changer. Et pour rebondir sur ce qui a été dit précédemment, que en fait, on a tous à y gagner à anticiper ces questions écologiques, sociales, etc. Et ça devient même quelque chose de stratégique. Et donc l'aspect économique et l'aspect impact se rejoignent, en fait, ne s'opposent plus. Donc les choses vont quand même dans ce sens-là et facilitent le soutien à des projets comme les nôtres. Enfin, en tout cas, c'est mon expérience. Parce que, pour prendre notre exemple, nous, de matériaux textiles à base de chanvre, si on regarde le côté textile, il y a une tendance à aller vers du made in France, de la relocalisation, etc. Mais pour que ça soit cohérent et résilient, il faut que ça soit sur toutes les étapes, y compris dès l'amont, sur les matières disponibles. Donc ça va dans ce sens-là. Avoir un approvisionnement local, ça devient quelque chose de stratégique et de nécessaire. Donc il y a de plus en plus cette conscience-là qui facilite le soutien à des projets comme le nôtre. Et sur l'aspect agriculture, c'est pareil. Le fait qu'il y ait de plus en plus de sécheresse, de plus en plus intense, c'est quelque chose à anticiper. Le chanvre, c'est une ressource qui a moins besoin d'eau, donc qui va contribuer à préserver l'eau en quantité, mais aussi en qualité, puisque généralement pas d'intrants chimiques. Donc c'est des problématiques dont les structures ont de plus en plus conscience. Et donc nous, par exemple, on est soutenus aussi par l'Agence de l'eau dans ce sens-là. Donc voilà, je pense que petit à petit, la vision économique et la vision environnementale se rejoignent plutôt que s'opposer. Pour compléter, pour nous, je pense que la première difficulté, c'était d'être pris au sérieux, parce que quand on arrive, justement, on va avoir de l'impact, tout de suite, on a soit vu les hippies écolos, on ne nous regarde pas sérieusement, ou on dit que c'est une association, ils ne travaillent pas ou ne travaillent pas bien, et souvent on pense qu'on est une association alors que non, on est vraiment une société. Et donc ça, c'est la première, je pense, difficulté à réussir à lever, surtout au début, on n'a pas fait nos preuves, on n'a pas de référence, on n'a pas encore montré ce qu'on savait faire. Et une fois qu'on a passé ça, je me rends compte qu'aujourd'hui, les difficultés d'hier, ça devient un peu les forces d'aujourd'hui. Le fait d'être une entreprise de l'ESS, donc on est une entreprise de l'économie solidaire et sociale, on a un agrément pour ça officiel, c'est gravé dans nos statuts de l'entreprise. Derrière, il y a des contraintes d'investissement, notamment pour certains fonds d'investissement. Si on a cet agrément-là, c'est pas intéressant pour eux. En termes de sortie de dividendes, etc., il y a des contraintes. Et du coup, c'est
ça nous ferme la porte de certains fonds d'investissement, mais à l'inverse, c'est plutôt bon signe, c'est-à-dire qu'on va s'entourer de partenaires qui partagent les mêmes valeurs que nous, et on va dire naturellement ceux qui étaient là que pour l'argent, ils ne vont pas venir nous voir parce que ça nous protège en fait de ça. De la même manière, ça nous a permis aussi d'obtenir un label du ministère de la Transition écologique qui s'appelle un label Green Tech Innovation qu'on a obtenu en novembre l'année dernière, qui est un tampon en gros qui certifie qu'on est une entreprise engagée dans le développement durable. Il y a à peu près 230 entreprises labellisées dans toute la France, donc on répond à tout un cahier des charges. Et ce label-là, c'est clairement un gage de crédibilité aujourd'hui. Et toutes les actions qu'on a pu faire nous ont permis de l'obtenir. Et finalement, voilà, des choses qui étaient compliquées, qui étaient des difficultés au début, aujourd'hui, c'est des forces et c'est même des éléments différenciants par rapport à des concurrents sur le marché qui sont juste des entreprises de services qui ont développé des solutions, qui les commercialisent, qui s'arrêtent là, qui n'ont aucune ambition d'impact. Et aujourd'hui, on se rend compte que cet impact-là, c'est pour ça qu'on nous contacte et c'est ce qu'on vient chercher avec nous. Donc on a un peu réussi à inverser la tendance et c'est plus des difficultés, c'est vraiment nos forces et on joue sur ça, c'est un parti pris, on l'assume, on le montre et on n'essaye pas d'être timide vis-à-vis de ça. Et parce que aussi il y a tout l'écosystème qui bouge et ça va dans la bonne direction, donc tant mieux pour nous en tout cas. Merci, bonjour, Amandine Lafont, je suis la référente sur Angoulême de l'association La Fresque du Climat qui fait de la sensibilisation sur le changement climatique. Donc déjà, je voulais vous remercier pour avoir partagé des éléments très marquants sur ce sujet. Donc on a parlé beaucoup du soutien des acteurs financiers, des acteurs publics, comment embarquer le reste de l'écosystème. Du coup, est-ce que pour vous, le grand public est prêt pour plus de sobriété, toutes ces innovations que vous proposez et aurait juste besoin que ces autres leviers financiers, acteurs publics sautent, ou est-ce qu'il y a encore un gros travail aussi pour embarquer le reste de la population sur ces sujets? Juste un mot, je pense que sur le grand public, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Je vais citer une start-up accompagnée par les Technopoles que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Le Potager d'à côté, qui est une plateforme pour acheter des fruits et légumes à côté de chez soi. Et typiquement, j'en discutais pas mal avec sa fondatrice, et elle me disait que pendant le premier confinement, pendant la première grosse vague du Covid, on va dire, elle a explosé. Beaucoup de personnes ont eu cette prise de conscience en disant « Ouais, faut consommer à côté de chez soi, il faut consommer mieux, soutenir les producteurs, etc. C'est plus simple pour ma santé aussi. » Et finalement, dès qu'on a rouvert les commerces, que le confinement a sauté, tout le monde a repris ses habitudes. Donc ça, c'est vraiment super factuel et c'est ce qu'on constate tous. Je pense que le grand public, le premier acte de prise de décision, c'est le portefeuille. Et du coup, c'est compliqué après de faire changer des habitudes pour des habitudes qui vont être plus coûteuses, même si, il ne faut pas généraliser, quand on voit Yuka qui a un impact énorme finalement, et beaucoup de gens ont changé leurs habitudes, ont arrêté d'acheter un produit A pour un produit B parce qu'il est plus sain, même si le produit B coûte plus cher. Donc on voit quand même les gens, ils sont capables de privilégier leur santé ou la sobriété d'un produit plutôt qu'un autre, et même si c'est un peu plus cher. Donc bilan mitigé. Je pense que ça va dans la bonne direction, mais il y a encore beaucoup de travail à faire auprès du grand public. C'est qu'une fois qu'on aura embarqué le grand public, je pense que c'est bon. Enfin, tout le monde sera là, quoi. Je vais aller dans le même sens, bilan un peu mitigé. Je pense que sur le textile, c'est un secteur aussi assez compliqué. Moi, je venais pas du tout de ce monde-là avant, et en fait, j'ai été surprise de voir qu'il y a tant d'étapes dans la chaîne de transformation, et que pour arriver à un vêtement, il y a produire la matière première, en faire un fil, en faire un tissu, l'ennoblir, etc. Et que tout ça, ça implique énormément d'acteurs, et que pour le consommateur, c'est du coup assez compliqué de s'y retrouver et de faire les bons choix. Donc l'accent a beaucoup été mis, notamment sur le Made in France, mais ça reste assez vague aussi finalement. Est-ce qu'on parle de confection? Est-ce qu'on remonte un peu plus en amont? Donc les consommateurs sont quand même, je pense, de plus en plus conscients de l'impact de ce secteur. Il y a eu des drames comme le Rana Plaza, donc il y a eu un certain nombre d'événements qui ont poussé à cette prise de conscience. Sur le coton aussi, le stress hydrique que ça engendre. Je pense que voilà, il y a quand même de plus en plus de connaissances là-dessus, mais
pour faire ensuite les bons choix de consommation, ça reste pas évident. Et en même temps, on ne peut pas faire payer aux consommateurs complètement cette transition. Donc je pense que le rôle des entreprises et des pouvoirs publics est important pour que des matières produites localement et à faible impact environnemental ou à vraiment meilleur impact carbone, etc., soient valorisées et accessibles, mais que ça ne soit pas uniquement pour une toute petite frange de la population. Donc voilà, je pense que le rôle des acteurs plus importants, entreprises, pouvoirs publics, etc., est décisif dans ce changement pour que ça se fasse à vitesse élevée et pas sur un temps trop long alors qu'il y a urgence à changer. Merci à tous. Je pense qu'on va clôturer la table ronde. Merci aux intervenants. Merci au public aussi pour votre écoute. Et puis, voilà, je retiens 2 phrases clés en conclusion. Là, on a tous effectivement à gagner à anticiper, je crois, autour de cette, de cette sobriété au-delà de ça, des limites et de la crise. Et que finalement, les difficultés d'hier peuvent devenir aujourd'hui une force. Donc, effectivement, je crois que c'est les éléments, une phrase clé à retenir ici. Donc, merci à tous.